Conscience Sénégal, bonjour. Nous avons encore une fois le privilège et l'immense plaisir vraiment d'avoir comme invité aujourd'hui professeur Alphonse Tine. Professeur Alphonse Tine, c'est un professeur d'université, un professeur de chimie. Merci professeur d'avoir accepté l'invitation. Merci. Est-ce que vous pouvez vraiment vous présenter à nos abonnés? Oui, bon, je suis professeur, comme il le dit, en chimie physique dans la branche photochimie. Et depuis 1992, je suis professeur titulaire à la faculté des sciences. Donc je peux dire que je suis professeur titulaire, mais à la retraite. Mais directeur en même temps du laboratoire en attendant. Mais cette information, elle est de taille, parce qu'un professeur d'université qui a pris la retraite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup formé, c'est quelqu'un qui a beaucoup vraiment contribué à la formation de la jeunesse de son pays. Encore une fois, merci beaucoup, cher professeur, pour ça. Alors, vous êtes aussi vraiment chercheur, vous êtes directeur de laboratoire. Professeur, est-ce qu'on peut avoir un peu une idée sur les thématiques de recherche que vous développez dans votre laboratoire? Oui, je suis professeur à la retraite, c'est vrai, mais retraite uniquement pour l'enseignement. Mais je ne suis pas retraité, si vous voulez, pour la recherche. J'attends parce que même mon patron qui est à Paris, il continue à travailler, à faire la recherche, M. Aron. Et donc, c'est un péché pour moi de m'acquitter totalement de la recherche. Donc, je suis obligé, si vous voulez, de continuer à faire la recherche, au moins d'ici quelques années. Voyons bien que, bon, je reçoive que l'argent de la retraite. Absolument. Et vos thématiques de recherche? Dans ce laboratoire, évidemment, Dieu merci, on a pu quand même former plusieurs assistants, plusieurs maîtres de conf et plusieurs professeurs qui sont en train d'encadrer. Et je suis très content aussi d'être avec eux, car il y a une continuité de la recherche. Les thématiques sont évidemment trois ordres. Fondamentales, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avancer sans le fondement. Il faut nécessairement le fondamental en photochimie. Il y a la recherche sur les pesticides au niveau des sols, etc. Et il y a la recherche des amibiogènes dans les produits halieutiques ou bien même dans la viande, la chair, etc. Voilà les trois thématiques que nous développons au niveau de notre laboratoire. Professeur, je trouve que vos thématiques de recherche sont vraiment intéressantes. Vous avez tout à l'heure parlé des pesticides. Aujourd'hui, au Sénégal, les gens parlent beaucoup de ces pesticides-là parce qu'il y a les agriculteurs qui les utilisent de manière irrationnelle. Donc, vous, en tant que chimiste, vraiment, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'état des lieux par rapport à la disponibilité de ces pesticides-là dans les aliments et autres? Oui, l'importance de ce travail est de taille. Je me rappelle bien quand j'étais tout jeune, mon père et moi, nous utilisions parmi les pesticides à la main. On utilisait la main pour faire la dispersion de ces pesticides dans le champ. Et donc c'est très important que nous utilisons ces thèmes parce que ces thématiques me rappellent toujours mon enfance. Et voilà pourquoi j'ai préféré quand même m'orienter vers ces trois thèmes. Les pesticides, c'est normal parce que avant, tous les produits étaient prisés, comme par exemple la salade, comme la mangue, etc., etc. Mais on se rend compte que petit à petit, ces fruits-là ont été ingurgités de pesticides, comme par exemple actuellement, la salade n'est plus prisée comme dans le temps où les pesticides n'étaient pas trop utilisés dans les champs. Donc, de temps en temps, on trouve quelques traces de pesticides. Ce n'est pas alarmant, certes, mais on en trouve quand même. On en trouve. Et même nos thématiques au niveau pesticides, ça n'est pas seulement au niveau des fruits, mais aussi au niveau des sols. Parce que si le pesticide reste là pendant longtemps, s'il est rémanent, il peut évidemment contaminer, par exemple, le cours d'eau, comme le fleuve. Ce qui s'utilise, par exemple, je prends le cas de Charlton, où j'étudie un nombre assez important de pesticides. Si jamais ces pesticides sont rémanents, évidemment, ils vont contaminer le fleuve. Et qui dit fleuve, dit le lac de Guiers, et ainsi de suite. Oui. Il peut aussi, si par exemple ce pesticide est rémanent et
qu'il a une vitesse d'infiltration assez rapide, il peut tomber aussi dans la nappe. Et voilà, donc nos recherches sont axées vers ces compartiments-là, l'eau et les fruits. Absolument, ça c'est vraiment intéressant. Certainement, vous le savez, par exemple, dans notre système agricole, on cherche toujours à augmenter les rendements. Et il y a souvent des contraintes qui font que ces rendements-là escomptés ne sont pas atteints souvent. Donc, par exemple, on peut donner l'exemple des insectes qui sont ravageurs, qui sont dans les champs, qui vraiment ravagent les cultures. Donc, souvent, les agriculteurs utilisent ces pesticides-là pour vraiment tuer. Mais ces pesticides, il y a une manière à laquelle les gens doivent l'utiliser. Donc si ça dépasse vraiment une certaine dose, ça peut vraiment nuire à la santé humaine. Donc lui, il est chimiste dans son laboratoire. Il travaille beaucoup sur les aspects vraiment il mesurer un peu la toxicité des aliments en termes de pesticides. Donc cher professeur, merci pour ça. Vous avez aussi travaillé beaucoup sur les amines biogènes. Voilà, ça c'est important aussi. Là, professeur, pour déterminer la toxicité, évidemment, on ne s'est pas arrêté seulement sur les pesticides, mais sur les produits halieutiques, par exemple, sur la viande. Parce qu'on sait qu'il y a un certain taux d'amines biogènes qu'on ne doit pas dépasser dans la viande ni dans le poisson. Et notre étude justement est axée justement sur la recherche de ces amines biogènes-là dans les produits halieutiques. Parmi ces produits halieutiques, parmi ces amines biogènes, évidemment, il y a l'histamine qu'on étudie, il y a la cadavérine, il y a la putrécine, il y a l'agmatine, et ainsi de suite. Et chaque produit est alloué à un étudiant pour aller jusqu'au bout de ces études. Donc ça veut dire qu'on mesure vraiment ces amines biogènes dans les viandes et autres. Ouais, maintenant, par rapport à cela, prof, il y a quelques années, vous aviez inventé une méthode de mesure vraiment de l'histamine, vraiment qui a été brevetée et qui a eu une reconnaissance internationale. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Oui, d'abord, les pesticides, à partir d'un certain taux, évidemment, le produit peut être bon, parce que l'agmatine, par exemple, trouver l'agmatine dans un fruit ou bien dans la viande ou dans la chair, ça prouve que le produit n'est pas encore altéré. Au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que le taux d'histamine diminue, mais le taux d'altération augmente. Donc, vous voyez ce que ça peut générer comme question. Par contre, quand vous prenez par exemple des amines biogènes telles que l'histamine, telles que la tyramine, la putrécine, la cadavérine, évidemment, le fort taux indique que le produit est totalement altéré. Absolument. Donc, tout dépend de l'amine biogène dont on a affaire. Voilà. Parmi ces amines biogènes, évidemment, il y a une analyse qu'on a pu faire avec l'histamine, ça c'est vrai, qui nous a valu quand même un brevet, publié même au niveau international, à l'OMPI, à l'Organisation mondiale des protections intellectuelles. Prof, on revient un peu sur la méthode, parce qu'avant, il y a d'autres méthodes qui étaient utilisées, dont celle des Américains. Alors, est-ce que votre méthode, vraiment sur le plan scientifique, a été validée au niveau international? Parce que bon, c'est juste pour avoir des informations. Est-ce que scientifiquement, la méthode, elle est... Bon, la plupart de ces sujets que je donne, par exemple, au niveau de mes étudiants, c'est des sujets qui étaient vraiment le Sénégal. Le sujet que j'ai pris sur l'histamine, c'était un coup de hasard. J'étais allé à la scénographie. À l'époque, l'analyse de l'histamine se faisait à la scénographie. Je vais voir un ami et voilà le directeur de me dire, voilà, vous faites chimie et on n'arrive pas à doser justement l'histamine. On nous a rejeté pas mal de produits. De nos produits, de nos poissons à cause du taux d'histamine qui est élevé. Et pourtant, on a bien tamponné que voilà, il n'y avait pas assez de taux d'histamine. Bon, j'ai regardé la méthode, évidemment. Cette méthode, c'était la méthode internationale qui était utilisée partout par les Français, par les Américains, etc. Mais quand j'ai mis là-dessus 2 masters, 3 masters, c'était les à l'époque, on s'est rendu compte que c'est vraiment la méthode qui est fausse. C'était vraiment pas. La faute ne revenait pas aux chercheurs sénégalais ni aux chercheurs français. Mais la méthode était totalement fausse. Parce que, par exemple, si vous pouvez avoir, là vous devez avoir 100, avec cette méthode vous pouvez avoir
combien parfois même 0 ou bien 1. Comme vous pouvez avoir 200 et quelques. Donc vous voyez bien que l'écart était trop important. Absolument. Et donc si aujourd'hui au Sénégal on trouve que bon, il n'y a pas assez d'histamine, on en trouvait par exemple 20, avec le même produit électrique, avec la même dose, ils peuvent aller ailleurs en France pour trouver 200, 300. Absolument. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que la méthode était totalement fausse. Et pourquoi cela? C'est parce que ils utilisaient la méthode florimétrique, ils complexaient l'histamine avec un produit qu'on appelle l'OPA, et ce complexe n'était pas stable. Et donc, nous, dans notre laboratoire, on a réussi à stabiliser ce complexe. Et c'est à partir de ce moment qu'on a pu avoir des limites très faibles, des limites de détection très faibles, avec une méthode beaucoup plus fiable et beaucoup plus complète. Et beaucoup plus précise aussi. Absolument. Qu'on a publié un peu partout, je l'ai publié dans tous les journaux, même américains, et je l'ai breveté. Ce brevet était valable jusqu'à un certain temps. Malheureusement, bon, le coût de brevet étant cher, voilà. Donc c'est vous-même qui avez mis votre argent pour breveter ça. Oui, et justement, là aussi je vais en parler parce que je crois que il faut changer, je pense, les mœurs. Les mœurs ou bien la manière de faire la recherche au niveau des pays en voie de développement. Il faut que les gens aient une culture justement de valoriser les résultats de recherche, sans laquelle on ne peut pas aller. Il n'y a aucun pays qui peut subvenir aux besoins d'une université. Les Américains, si les universités américaines sont fortes, c'est parce que ces universités ne vivent que sur les rentes de leur brevet. Il va falloir vraiment qu'on ait cette culture de protéger évidemment les résultats de recherche. Les résultats ne doivent pas être protégés seulement par l'individu. Nous, chercheurs, on peut faire la recherche, on a trouvé, on nous dit que voilà, ça c'est brevetable. Mais il ne nous appartient plus justement de vendre nos produits. C'est une autre structure qui devait vendre, qui devait prendre ces résultats et vendre. Moi, je peux être dans la recherche, je peux travailler, je peux dire que ça c'est brevetable. Mais la vente, c'est pas moi. Et il va falloir qu'on change la manière de faire. Encore une fois, toutes nos félicitations, cher professeur, vraiment pour cette invention qui est de taille. Et donc, chers abonnés, vous l'avez entendu, vraiment, professeur et son équipe ont travaillé vraiment à penser vraiment comment revoir cette méthode-là. Et heureusement, ils sont parvenus à inventer une méthode beaucoup plus fiable, qui est scientifiquement prouvé, et c'est lui-même qui avait sorti de lui vraiment pour breveter la chose, et c'est une fierté sénégalaise. Prof, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu une reconnaissance nationale au Sénégal, ici par exemple? Est-ce que vraiment les autorités ont... Oui, la reconnaissance nationale, je l'ai eu. Je suis chevalier de l'Ordre national du Lion. Et maintenant, depuis 2 ans, on m'a nommé officier de l'Ordre national du Lion. Et j'ai été décoré, franchement, sur ce plan. Et je crois on a un ministre aussi, et peut-être des recteurs qui sont sensibles au problème de revalorisation des résultats de recherche. Cependant, l'argent ne suit pas. On n'est pas assez riche pour breveter tout ça. Mais j'ai été très content, si vous voulez, d'être quand même décoré officier de l'Ordre national de Lyon en tant que chercheur. Absolument. Mais l'argent, il n'y avait pas de rentrée de fonds, de sous pour accompagner, puisque vous aviez sorti de vous-même pour... Ah oui, pour breveter, oui. Pour breveter, c'est nous, de temps en temps. On est aidé par le ministère de temps en temps. Mais j'ai mis au moins 15 millions là-dessus, au moins, pour valoriser ces résultats de recherche. Chaque année, il faut payer les annuités. Mais c'est dommage qu'on n'a pas la culture, justement, de protéger les résultats de recherche. Le message, il est clair, vraiment, il est fort. Peut-être, professeur, une dernière question. Vous êtes chercheur, vous êtes aujourd'hui à la retraite et vous avez beaucoup fait, vous avez beaucoup travaillé sur les applications de la chimie et autres. Professeur, dans quelles conditions vraiment vous travaillez dans votre laboratoire? Est-ce que les financements
Hein? Non, il est très difficile. Franchement, il est très difficile actuellement, même avant de faire de la recherche en Afrique. Hein. Mais ce que je peux dire, ce que je peux conseiller aux jeunes enseignants, aux jeunes chercheurs, c'est de s'atteler vers la confection des projets. Il y a des projets de recherche. Bon, il faut oser écrire, il faut oser évidemment présenter ses idées et il faut oser le présenter à qui de droit afin qu'on puisse avoir aussi des financements. Par exemple, le projet, notre laboratoire a été créé par nous-mêmes à partir des projets de recherche. Et c'est à partir de ça qu'on a pu former quand même au moins une vingtaine de chercheurs à travers le monde. En Mauritanie, on a formé des gens en Mauritanie, des chercheurs en Mauritanie, en Congo, au Niger, qui est le recteur du secteur maintenant, il vient de notre laboratoire, le Niger, juste comme ça. Donc au niveau international, on a formé, au niveau national aussi, on a beaucoup formé, mais ça, c'est à partir de la créativité, c'est-à-dire à partir des projets. Et je souhaite que tous ces jeunes-là aient cette culture-là de faire des projets, le lancement du Sénégal à travers la recherche. Merci beaucoup. Surtout que nos universités sont un peu pauvres, nous dépendons un peu de l'État. L'État verse un peu le salaire et tout. Moi, je crois qu'il appartient à chaque directeur d'institution de laisser une petite partie, c'est ce que pour protéger le résultat de recherche. Bon, certes, ça ne viendra pas maintenant, d'ici peu, non. Mais d'ici 20 ans, 30 ans, j'ose espérer qu'on ait au moins 10 brevets, 15 brevets. Et chaque brevet pour nous donner au moins des milliards. Et petit à petit, on sera indépendant au moins un peu de l'État. Absolument. Il faut commencer par ça. Absolument. Ça, c'est vraiment clair, cher professeur. Peut-être que vous avez un dernier mot. Le dernier mot, c'est quoi? Je suis à la retraite et je continue à former des gens. Je suis à la retraite financière. C'est-à-dire l'enseignement, on a assez formé des gens pour pouvoir continuer les cours, mais la recherche, elle est continue. Elle est continue, on ne fait pas la recherche parce qu'il y a l'argent, mais on fait la recherche parce qu'on a le plaisir de faire la recherche. Et je souhaiterais que tout le monde fasse la même chose. Parce que moi, au moment où je vous parle, mon directeur de recherche continue à faire de la recherche. Et donc, c'est un péché d'abandonner totalement la recherche au moment où mon patron continue à faire de la recherche. Absolument. Je pense que voilà, et je sais pas, merci beaucoup d'être venu me voir. C'est nous qui devons discuter de ce que vous faites uniquement, parce que on ne pouvait même pas vraiment résumer tout ce que vous avez fait en quelques minutes. Ça, c'est vraiment utopique de penser à cela. Mais encore une fois, toutes nos félicitations. Nous vous remercions infiniment, vraiment, pour tout ce que vous avez fait et que vous continuez à faire pour votre pays, pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Donc vous avez vu, chers abonnés, nous avons nos éminents professeurs, nous avons des hommes de valeur, nous avons des hommes de savoir qui sont là dans ce pays, qui travaillent dans l'ombre, qui font des choses extrêmement importantes pour le Sénégal, pour l'Afrique, qui font la fierté de notre pays. Donc nous devons vraiment travailler à les faire découvrir à la jeunesse sénégalaise. En tout cas, professeur, c'est sûr, vous avez des étudiants sous votre encadrement. Ils vont peut-être s'inspirer sur vous pour aller de l'avant. Je souhaite. Oui. Je souhaite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et puis voilà. À très